Imagine-toi seul, au cœur de la nuit athénienne, en l'an 301 avant Jésus-Christ. Le vent de la mer Égée hurle encore dans tes oreilles. Tu viens de tout perdre. Ton navire gît au fond du port du Pirée, cargaison engloutie, fortune disparue en une seule vague. Autour de toi, les marins pleurent, les marchands maudissent les dieux, mais toi, Zénon de Citium, tu relèves la tête. Tu marches droit vers l'agora, les vêtements déchirés, les pieds nus sur les pierres froides. Et là, devant une boutique de livres, tu ouvres un volume sur Socrate. Un sourire étrange apparaît sur tes lèvres. Voici ce que peu de gens savent. Ce naufrage n'était pas une malédiction. C'était le signal. Le moment précis où naquit la philosophie la plus redoutable de l'histoire humaine, le stoïcisme. Pas dans un temple luxueux, pas dans un palais de marbre, mais dans la rue, parmi les ruines d'une vie brisée. Et écoute bien, ce même pouvoir qui a transformé un marchand ruiné en maître de l'Empire romain, il est encore là. Il t'attend. Il attend que tu comprennes enfin, maîtrise-toi et tu changes tout. Tu te demandes peut-être pourquoi un simple naufrage a pu déclencher une révolution qui allait survivre 2000 ans. Parce que Zénon venait de saisir le paradoxe le plus violent de l'existence. Tout ce que tu crois contrôler, tu ne le contrôles pas. Et tout ce que tu crois ne pas contrôler, tu le contrôles parfaitement. C'est là que tout bascule. Regarde avec moi. Nous sommes dans l'agora d'Athènes, sous le portique peint, la Stoa Poikile. Les fresques de Polignote montrent les guerriers de Marathon. Mais Zénon ne regarde pas les images, il regarde les hommes. Des esclaves, des marchands, des soldats, des courtisanes. Il parle d'une voix calme, presque murmurée, et pourtant chaque mot frappe comme un coup de marteau. La vertu suffit au bonheur, dit-il. Pas l'or, pas le pouvoir, pas même la santé. Seulement la vertu. Et l'histoire officielle ne te dit pas que ce message était révolutionnaire à l'époque. Il égalisait tout le monde. L'esclave et le roi, la femme et l'homme, le grec et le barbare. Pour la première fois, une philosophie disait « Ton intérieur est plus puissant que le monde entier ». Zénon enseignait 3 piliers, mais surtout un secret que peu osent encore prononcer aujourd'hui. Le logos. Cette force divine, intelligente qui traverse l'univers comme un feu vivant. Tout est connecté. Tout est rationnel. Même la tempête qui a coulé ton navire n'était pas un hasard cruel. Elle était nécessaire. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Zénon n'a pas inventé une consolation. Il a inventé une arme. Une arme mentale si tranchante qu'elle allait traverser les siècles et finir dans les mains d'un empereur en train de mourir sur le front. Mais avant d'arriver à Rome, laisse-moi te montrer comment cette arme s'est forgée dans le feu des épreuves. Zénon meurt à 72 ans, après avoir vécu comme un roi sans royaume. Il dormait sur des nattes, mangeait du pain sec, refusait les invitations des puissants. Quand Antigone de Macédoine lui offre une fortune, il refuse. « Garde ton or, dit-il. Je préfère rester libre. » Et c'est là que l'histoire officiellement. On te raconte souvent que les stoïciens étaient des ascètes tristes. Faux. Ils étaient les premiers à dire que le plaisir n'est pas l'ennemi, tant qu'il ne te contrôle pas. Zénon buvait du vin, riait avec ses élèves, mais jamais il ne laissait le vin ou le rire décider pour lui. Son successeur, Cléante, était encore plus extrême. Ancien boxeur, ancien porteur d'eau. Il travaillait la nuit pour payer ses leçons le jour. On se moquait de lui. Il continuait. Et un jour, il écrit l'hymne à Zeus, le texte le plus beau jamais composé sur le destin. « Conduis-moi, Zeus, et toi aussi, destin, où que vous me meniez, je vous suivrai sans hésiter. » Imagine un ancien boxeur analphabète qui devient le plus grand poète stoïcien. C'est là que tu commences à sentir le pouvoir. Le stoïcisme ne choisit pas ses champions parmi les privilégiés. Il les fabrique parmi les brisés. Puis arrive Chrysippe, le cerveau du système. Il écrit plus de 700 ouvrages. On dit qu'il pouvait argumenter contre n'importe qui sur n'importe quel sujet. Mais le fait le plus choquant, il meurt de rire, littéralement. Il voit un âne manger des figues et s'écroule de rire en disant « Maintenant, donne-lui du vin pour faire passer ». Et il meurt. Même la mort, les stoïciens la transformaient en anecdote. Parce que la mort n'est pas une tragédie, c'est juste la fin d'un rôle bien joué.
Et c'est là que tout bascule vers Rome, parce que la Grèce tombe, mais le stoïcisme, lui, conquiert l'Empire. Nous sommes maintenant en l'an 49 après Jésus-Christ. Un homme riche, très riche, est exilé sur une île rocheuse par l'empereur Claude. Son nom, Sénèque. Il a tout perdu, sa position, sa maison, presque sa vie. Mais dans sa petite cabane, il écrit les lettres à Lucilius. Et voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Cet homme qui conseillait la pauvreté possédait des villas immenses avant son exil. Il avait été l'homme le plus puissant de Rome après l'empereur. Et pourtant il écrit « La richesse n'est pas un bien, elle est neutre. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec elle. » Sénèque se lève avant l'aube. Il fait son examen de conscience. Chaque soir, il se pose 3 questions. Qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Qu'ai-je fait de mal? Qu'aurais-je pu mieux faire? C'est son rituel. Pas une prière, une dissection froide de l'âme. Et tu te demandes peut-être pourquoi un millionnaire exilé passait ses nuits à se juger lui-même. Parce qu'il avait compris, si tu ne te maîtrises pas chaque jour, le monde te maîtrisera chaque nuit. Mais le vrai choc arrive avec un esclave boiteux, Épictète. Né esclave en Phrygie, acheté par un affranchi de Néron nommé Épaphrodite, un jour son maître lui tord la jambe pour s'amuser. Épictète, calme, lui dit simplement « Si tu continues, tu vas la casser. » L'autre continue, la jambe casse. Épictète sourit. « Je te l'avais dit. » Et il continue à vivre. Plus tard, affranchi, il enseigne à Nicopolis. Sa voix est rauque, son corps tordu, mais ses paroles sont des lames. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons des choses. Imagine la scène. Des sénateurs, des marchands, des soldats viennent s'asseoir par terre devant cet ancien esclave. Il n'a pas de livre, pas de diplôme. Il a juste sa liberté intérieure. Et il leur répète « Tu veux être libre ? Alors ne désire rien que tu ne puisses obtenir. » Un jour, un étudiant lui demande « Comment supporter la douleur ?» Épictète répond en montrant sa jambe boiteuse, comme ça, en décidant que ce n'est pas à toi. C'est là que ça devient vraiment fascinant, parce que le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est une pratique, un entraînement militaire de l'âme. Épictète appelait ça le gymnase de la raison. Chaque matin, tu te prépares au pire. Chaque soir, tu fais le bilan. Et entre les deux, tu vis comme si aujourd'hui était le dernier jour. Et puis arrive le couronnement. L'an 161 après Jésus-Christ. Un empereur monte sur le trône. Il s'appelle Marc Aurèle, philosophe et soldat. Il règne sur un empire qui s'étend de l'Écosse à la Syrie. Mais il dort sous une tente sur le front du Danube pendant les guerres contre les Marcomanes. Autour de lui, la peste, la trahison, la mort de ses enfants. Et dans sa tente, à la lueur d'une lampe à huile, il écrit ses pensées. Pas pour la postérité, pour lui-même, pour ne pas devenir fou. Écoute un passage qu'il écrit à 50 ans. Tu te plains que le monde est injuste? Regarde-toi. Tu es encore vivant. Le soleil se lève encore pour toi. Tu as encore la possibilité de choisir ta réponse. Imagine l'homme le plus puissant du monde, seul, écrivant « Je dois me lever, même si je n'en ai pas envie, parce que c'est mon devoir. » Il se lève, il combat, il gouverne, il perd tout et il continue. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Marc Aurèle n'était pas un saint. Il avait des colères, il avait peur. Il détestait parfois son propre fils, comme Mode, qui allait détruire tout ce qu'il avait construit. Mais chaque matin, il se rappelait « Commence par te maîtriser toi-même, le reste suivra. » Et c'est exactement ce qu'il fit. Pendant 19 ans de règne, il tint l'Empire debout alors que tout s'effondrait autour. Maintenant, regarde-toi, assis là, devant cet écran. 2000 ans plus tard. Le monde a changé, les empires sont tombés. Mais le stoïcisme est toujours là, intact. Parce qu'il n'a jamais dépendu d'un empire. Il dépend de toi. Tu te demandes peut-être, mais comment faire concrètement, aujourd'hui? Écoute, commence par la dichotomie du contrôle. Tout ce qui est hors de toi, le trafic, les opinions des autres, le marché, la maladie, la mort, accepte-le comme un fait. Ne gaspille pas une once d'énergie à le combattre. Mais tout ce qui est en toi, ton jugement, ton effort, ta réponse, maîtrise-le comme un dieu. C'est simple, c'est brutal, et ça change tout. Fais comme Sénèque. Chaque soir, pose-toi les 3 questions. Pas pour te punir,
pour t'améliorer. Fais comme Épictète. Quand quelque chose te met en colère, dis-toi « ce n'est pas l'événement, c'est mon opinion sur l'événement » et change l'opinion. Fais comme Marc Aurèle. Chaque matin, prépare-toi au pire, mais décide d'agir avec vertu de toute façon. Et surtout, souviens-toi du naufrage de Zénon. Ta vie peut couler demain, ton emploi, ta santé, tes relations. Accepte-le d'avance, et quand ça arrive, souris. Parce que le naufrage n'est jamais la fin, c'est toujours le début. Maîtrise-toi et tu changes tout. Maintenant, la question que je te pose, à toi qui m'écoutes, quelle est la première chose que tu vas maîtriser aujourd'hui? La première opinion que tu vas changer, la première réaction que tu vas refuser de donner. Parce que le stoïcisme ne demande pas de perfection, il demande seulement que tu commences, maintenant. Et si tu veux que je te révèle le rituel secret que Marc Aurèle utilisait chaque matin pour transformer ses pires journées en victoire, reste avec moi. La prochaine vidéo va tout changer. Mais pour l'instant, lève-toi, respire et commence. Maîtrise-toi. Change tout.